Vous savez ce qui est drôle avec cette phrase? Tu n'arriveras jamais à rien. Elle a ce pouvoir étrange de résonner dans votre crâne pendant des décennies, rebondissant comme une bille de flipper faite de pure méchanceté. Et là maintenant, debout derrière le rideau de velours du Sanders Theater de Harvard, ajustant ma toque et ma toge pendant que des centaines de professeurs distingués prennent place, j'entends encore la voix de Madame Peterson d'il y a 23 ans, prononcer ces mots exacts avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui croyait sincèrement rendre service au public. L'ironie a meilleur goût que je ne l'imaginais. Mes mains tremblent légèrement en tenant le discours que je peaufine depuis des mois. Pas à cause du trac, mais à cause de quelque chose qui ressemble à de l'électricité mélangée à une revanche. Ce genre de tremblement qu'on a quand on s'apprête à régler un compte qui s'accumule depuis la majeure partie de sa vie d'adulte. Je sens mon cœur battre dans mes tempes, régulier et déterminé, comme un compte à rebours qui atteint enfin zéro. Le souvenir me frappe avec une clarté cristalline. 101, l'école primaire Roosevelt, cette salle de classe étouffante qui sentait toujours la poussière de craie et les rêves brisés. J'avais 8 ans, assis au premier rang parce que c'est là qu'on mettait les gamins difficiles, assez près pour les surveiller, assez loin du fond pour éviter toute vraie rébellion. Madame Peterson venait de finir de corriger nos contrôles de maths, et le mien était revenu avec plus d'encre rouge qu'une scène de crime. Je me souviens du poids de sa déception qui pesait sur mes épaules, alors qu'elle se penchait sur mon bureau. Son haleine sentait le café et le jugement. Elle ne l'a pas chuchoté, c'est ça qui me reste encore. Elle l'a dit assez fort pour que toute la classe entende, comme si elle faisait une annonce météo. Tu n'arriveras jamais à rien si tu n'arrives même pas à maîtriser les tables de multiplication de base. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais ce qui a suivi était pire, le silence. 24 autres gamins de 8 ans qui trouvaient soudain leur lacet absolument fascinant. Sarah Martinez, pour qui j'avais le béguin, a carrément ricané. Carrément ricané, putain. Et Madame Peterson restait là, les bras croisés, comme si elle venait de livrer une vérité profonde sur l'ordre naturel des choses. J'ai senti mes joues brûler d'une honte si intense qu'elle m'a brouillé la vue. Cette sensation chaude et piquante qui commence derrière les oreilles et se répand sur le visage comme de la peinture renversée. Je voulais disparaître dans le sol, fondre dans la moquette industrielle et ne plus jamais avoir à regarder un autre être humain. Au lieu de ça, j'ai fait ce que fait tout gamin humilié. J'ai fixé mon bureau et j'ai fait semblant que ça n'avait pas d'importance. Mais voilà le truc avec la honte. C'est comme une graine. Plante-la assez profondément dans une terre fertile et elle se transforme en quelque chose de complètement différent. Je peux encore voir son visage, rond et pâle, avec ses petits yeux calculateurs qui semblaient cataloguer le potentiel d'échec de chaque élève. Elle avait cette façon d'incliner la tête quand elle s'apprêtait à délivrer une de ses leçons de vie, comme si elle canalisait une sagesse éducative supérieure. Avec le recul, je réalise qu'elle était probablement juste fatiguée, épuisée. Elle déversait ses propres déceptions sur des enfants qui ne pouvaient pas se défendre. Mais le souvenir ne s'arrête pas là. Il se multiplie comme un virus qui se propage dans ma conscience. Madame Peterson n'était que la première d'une parade d'éducateurs qui semblaient considérer l'optimisme comme un défaut de caractère et les rêves comme des symptômes de délire. Monsieur Rodriguez en 5e, quand j'ai dit que je voulais être écrivain, l'écriture n'est pas un métier, c'est un passe-temps. Tu dois réfléchir de manière pratique. Sa moustache tremblait quand il était agacé, et elle tremblait comme une chenille caféinée, tandis qu'il écrasait mes ambitions de 12 ans avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui marche sur une fourmi. Madame Chen au lycée, quand j'ai postulé pour le programme d'études avancées, tes résultats au test ne soutiennent pas vraiment ce niveau d'exigence académique. Peut-être devrais-tu envisager la filière professionnelle. Elle a rendu ce verdict en levant à peine les yeux de sa paperasse, comme si mon avenir n'était qu'un formulaire de plus à classer. Et puis il y avait le principal Williams. Oh putain de principal Williams. En terminale quand je postulais pour l'université. Il m'a convoqué dans son bureau avec cette expression grave, comme s'il s'apprêtait à m'annoncer un décès dans la famille. Le bureau sentait le vieux cuir et la résignation institutionnelle. « Mon garçon !» a-t-il dit, se penchant en arrière dans sa chaise avec ce sourire condescendant. « Ça fait 30 ans que je suis dans l'éducation. J'ai vu des milliers d'enfants aller et venir. Et je dois te dire, d'après tes performances ici, tu n'as probablement pas l'étoffe universitaire. As-tu pensé à une école de métier ? Il n'y a pas de honte à travailler de ses mains. » Le mépris dans sa voix était si complet, si définitif, que pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il avait raison. C'est ça le truc insidieux avec les figures d'autorité. Elles ne te disent pas seulement quoi faire, elles te disent qui tu es.
Et quand assez d'entre elles sont d'accord, tu commences à penser qu'elles ont peut-être raison. Je me souviens être rentré à la maison ce jour-là avec l'impression d'avoir du plomb dans la poitrine. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Le monde avait l'air différent d'une certaine façon. Plus gris, plus limité. Comme si quelqu'un avait discrètement retiré la moitié des couleurs du spectre, pendant que je ne faisais pas attention. Ma mère était dans la cuisine quand je suis rentré, fredonnant une chanson de la radio tout en coupant des légumes pour le dîner. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé le couteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai parlé de la réunion avec le directeur Williams, de sa suggestion que je laisse tomber l'université et que j'apprenne un métier à la place. Je m'attendais à ce qu'elle soit déçue, peut-être même soulagée que quelqu'un en position d'autorité ait enfin dit ce que nous savions tous probablement au fond. Que je n'étais pas spécial, pas destiné à autre chose qu'à la médiocrité. Au lieu de cela, elle a eu ce regard dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus féroce que ça. Quelque chose qui me rappelait une lionne protégeant ses petits. Des conneries, a-t-elle dit, ce qui était choquant parce que ma mère ne jurait jamais. Des conneries complètes et totales. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Tu sais ce que je vois quand je te regarde. Je vois quelqu'un qui lit tout ce qui lui tombe sous la main. Quelqu'un qui pose des questions auxquelles les adultes ne peuvent pas répondre. Quelqu'un qui écrit des histoires dans son carnet quand il pense que personne ne regarde. Sa voix devenait plus forte, plus certaine. Ces professeurs, ce directeur, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont juste des gens qui ont un travail, et certains d'entre eux sont vraiment mauvais dans leur travail. Ne laisse pas leur manque d'imagination devenir ton plafond. Cette conversation a changé quelque chose de fondamental en moi. Pas immédiatement, ce genre de changement prend du temps à s'enraciner. Mais une graine a été plantée ce jour-là, juste à côté de la graine de honte que Madame Peterson avait enterrée 8 ans plus tôt. Et j'ai décidé, assis dans cette cuisine avec l'amour féroce de ma mère qui m'entourait comme une armure, que j'allais arroser la bonne. Voici ce que ces professeurs n'ont jamais compris. Dire à un enfant têtu qu'il n'arrivera jamais à rien, ce n'est pas une prise de conscience de la réalité. C'est un défi. C'est jeter le gant et puis s'en aller, confiant d'avoir gagné une bataille qui ne fait en fait que commencer. Chaque lettre de refus que j'ai reçue à l'université est devenue du carburant. Chaque entretien d'embauche qui s'est mal passé, chaque manuscrit qui est revenu avec un poli, pas tout à fait ce qu'il nous faut, chaque moment de doute qui s'est glissé pendant ces heures sombres de 3 heures du matin où le monde semble impossible, tout cela alimentait le feu. J'ai porté leurs mots avec moi comme un talisman. Pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Un défi constant murmuré qui résonne au fond de mon esprit. Prouve-leur qu'ils ont tort. Prouve-leur à tous qu'ils ont tort. Et maintenant, debout ici dans ce théâtre historique où certains des esprits les plus brillants de l'histoire ont pris la parole, je sens la justification de ce garçon de 8 ans couler dans mes veines comme de l'électricité. Le même garçon qui était assis au premier rang, brûlant de honte, s'apprête à s'adresser à l'une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde. L'ironie n'est pas seulement délicieuse, elle est putain d'enivrante. Un régisseur apparaît à mes côtés, presse-papiers à la main, me donnant l'avertissement de 2 minutes. Mon rythme cardiaque s'accélère, mais ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Le genre d'anticipation que l'on ressent quand on s'apprête à déballer un cadeau qu'on a attendu toute sa vie. Parce que ce soir, je ne donne pas seulement un discours. Je livre une lettre de remerciement qui a 23 ans d'existence. Une lettre de remerciement avec des dents. Je peux imaginer Madame Peterson maintenant. Probablement retraitée, peut-être en train de regarder cette diffusion en direct depuis son salon. Je me demande si elle se souviendra de ce moment de 4e année. Je me demande si elle reconnaîtra le nom quand le doyen me présentera. Je me demande si elle ressentira ne serait-ce qu'une fraction de la honte qu'elle m'a fait ressentir toutes ces années. Cette pensée me fait sourire, et ce n'est pas un sourire particulièrement agréable. « En place, tout le monde !» murmure le régisseur. J'ajuste ma casquette une dernière fois et vérifie mon discours. Les mots sont parfaits, soigneusement ciselés, chirurgicalement précis, conçus pour couper profond tout en gardant juste assez d'humour pour faire rire tout le monde. Un chef-d'œuvre de courtoisie professionnelle enveloppé autour d'un noyau de pure vengeance. Alors que je m'avance vers la scène, je sens les fantômes de chaque professeur qui a jamais douté de moi me suivre comme un défilé de regrets. Ils vont tous apprendre ce qui arrive quand on sous-estime le pouvoir de la rancune, combiné à des décennies de détermination. Ça va être amusant. La planification de ce moment n'a pas commencé avec Harvard. Elle a commencé avec une recherche Google à 2h47 du matin,
un mardi soir en mars, il y a 6 mois. J'étais assis dans mon studio exigu à Boston, mangeant les restes de nourriture chinoise directement dans le récipient parce que faire la vaisselle revenait à admettre la défaite, quand j'ai vu la notification apparaître sur mon téléphone. Harvard cherchait un conférencier principal pour son sommet annuel de l'innovation éducative. Quelque chose sur les voies transformatrices dans l'apprentissage moderne et défier les paradigmes académiques traditionnels. La date limite de candidature était dans 2 semaines. J'ai fixé cette notification pendant probablement 10 minutes, les baguettes suspendues à mi-chemin de ma bouche, pendant que mon cerveau faisait ce truc où il passe en revue tous les scénarios possibles à la vitesse de la lumière. La partie logique de moi, celle qui avait appris à s'attendre aux déceptions, s'est immédiatement mise à énumérer les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Je n'étais pas assez célèbre. Je n'avais pas assez de relations. Je n'étais pas du niveau de Harvard et au fond, peut-être que le principal Williams avait eu raison depuis le début. Mais puis cette autre voix s'est manifestée, celle qui ressemblait étrangement à ma mère lors de cette conversation à la table de cuisine il y a 20 ans. Celle qui avait discrètement pris de la force chaque fois que quelqu'un m'avait dit que je ne pouvais pas faire quelque chose. Cette voix a murmuré un seul mot. Et puis merde. J'ai passé les 3 heures suivantes sur mon ordinateur portable à rédiger une candidature qui était à la fois un argumentaire professionnel et un manifeste personnel. J'ai écrit sur mon parcours non conventionnel vers le succès, de l'enfant qui avait échoué en maths en CE1 à l'entrepreneur en technologie éducative qui venait de vendre sa société pour assez d'argent pour acheter un petit pays. J'ai écrit sur les enseignants qui m'avaient façonné, même si j'ai pris soin de présenter ça comme de l'inspiration, plutôt qu'un fantasme de vengeance. J'ai écrit sur l'importance de croire en des élèves qui ne rentrent pas dans les moules traditionnels. J'ai fait en sorte que ça sonne noble et philosophique, comme si j'étais motivé par un altruisme pur, plutôt que par le désir brûlant de prouver quelque chose qui couvait dans ma poitrine depuis plus de 2 décennies. L'email d'acceptation est arrivé 6 semaines plus tard. J'étais dans un café à Cambridge quand je l'ai vu, et j'ai littéralement failli m'étouffer avec mon latte. La femme à la table d'à côté m'a demandé si ça allait, et j'avais envie de lui dire que j'allais plus que bien. J'étais vengé. À la place, j'ai juste hoché la tête et essayé de faire comme si de rien n'était, pendant que mon cœur cognait contre mes côtes, comme s'il essayait de s'échapper. C'est là que la vraie planification a commencé. Pas la planification logistique, c'était facile. Harvard a des gens pour ça. Ils m'ont envoyé des programmes détaillés, des arrangements de transport, des préférences de restauration. Ils voulaient connaître mes restrictions alimentaires et la température de chambre préférée. Ils me traitaient comme si j'étais déjà important, ce qui était un trip pour quelqu'un qui était encore nerveux pour commander une pizza par téléphone. Non, la vraie planification était psychologique, stratégique. C'était de trouver comment créer un discours qui accomplirait 2 objectifs apparemment impossibles. Inspirer une salle pleine d'universitaires distingués tout en délivrant simultanément un « allez vous faire foutre » très personnel à chaque enseignant qui m'avait jamais sous-estimé. J'ai commencé par faire des recherches sur tous ceux qui seraient dans l'audience. Le corps professoral de Harvard, les administrateurs de l'éducation, les décideurs politiques, quelques étudiants. J'ai trouvé leurs publications, leurs comptes Twitter, leur parcours professionnel. J'avais besoin de comprendre leur langage, leurs valeurs, leurs points sensibles. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir ma revanche. Il s'agissait de l'obtenir d'une manière qui leur donnerait envie de me remercier. La révélation est venue quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être subtil. Je pouvais être direct sur mes motivations tout en les présentant comme un commentaire plus large sur la philosophie éducative. Je pouvais raconter mon histoire, la vraie histoire, tout en faisant en sorte que cela ressemble à une étude de cas sur la résilience et l'état d'esprit de croissance. Je pouvais remercier publiquement ceux qui doutaient de moi, tout en faisant clairement comprendre que leurs doutes avaient été le carburant de mon succès. La beauté des milieux académiques, c'est qu'ils n'aiment rien plus qu'un bon récit sur le fait de surmonter l'adversité. J'ai commencé à rédiger des brouillons. Le premier était du pur venin. 20 minutes de récits détaillés de chaque affront, chaque rejet, chaque moment de négligence éducative que j'avais subi. C'était bon de l'écrire, même cathartique, mais ce n'était pas stratégique. C'était juste moi en train de hurler dans le vide, et hurler ne change rien. Le deuxième brouillon était trop généreux. J'ai essayé de prendre la voie noble, de pardonner et d'oublier, de me concentrer sur l'impact positif que ces expériences avaient finalement eu sur ma vie. Mais quand je l'ai relu, on aurait dit que j'étais reconnaissant d'avoir été traité comme de la merde. Et ce n'était pas le message que je voulais faire passer. Le troisième brouillon était pire,
trop académique, trop détaché, trop ennuyeux. J'avais l'air de tous les autres conférenciers qui s'étaient jamais tenus derrière un podium pour débiter des platitudes génériques sur le pouvoir de l'éducation. Le 4e brouillon se rapprochait du but, mais ce n'était toujours pas ça. J'essayais trop fort d'être malin, de cacher ma colère derrière une rhétorique sophistiquée. Mais la colère n'était pas quelque chose à cacher, c'était un outil à manier. Le 5e brouillon était le bon. J'ai trouvé l'équilibre parfait entre récit personnel et vérité universelle. Je pouvais raconter mon histoire tout en parlant de thèmes plus larges sur le pouvoir des attentes, le danger des croyances limitantes, la responsabilité qu'ont les éducateurs de nourrir le potentiel plutôt que de l'écraser. Je pouvais être vulnérable sur mes difficultés tout en démontrant ma force à travers mon succès. Et je pouvais remercier ceux qui doutèrent de moi d'une manière qui semblait gracieuse en surface, mais qui frappait profondément pour quiconque se donnait la peine de lire entre les lignes. J'ai passé des semaines à l'affiner, testant différentes formulations, chronométrant les pauses, calibrant les pics et les creux émotionnels. Je me suis entraîné devant le miroir de ma salle de bain, dans ma voiture pendant les embouteillages, durant de longues promenades le long de la Charles River. Je voulais que chaque mot porte exactement où je l'avais prévu. Mais le discours n'était qu'une partie du plan. Le vrai génie résidait dans la liste des invités. Voyez-vous, Harvard n'invite pas n'importe qui à leur sommet sur l'éducation. Ils invitent des gens qui comptent dans le domaine. Des gens comme Madame Peterson, qui malgré ses méthodes d'enseignement démoralisantes, était devenue administratrice de district. Des gens comme Monsieur Rodriguez, qui dirigeait maintenant le comité des programmes scolaires de l'État. Des gens comme Madame Chen, qui avait réussi à transformer son talent pour décourager les élèves en poste de conseillère en politique éducative. Et le principal Williams, le magnifique et prévisible principal Williams, qui occupait actuellement le poste de président de l'Association nationale des directeurs d'écoles secondaires. Les organisateurs du sommet ont été si serviables quand j'ai mentionné que je voulais inviter certains des éducateurs qui m'avaient inspiré au début de ma carrière. Ils étaient ravis de faciliter ces retrouvailles, de réunir les gens qui avaient façonné mon parcours éducatif. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient essentiellement en train de planifier ma vengeance fantasmée pour moi. J'ai rédigé des lettres d'invitation personnelles à chacun d'eux, soigneusement formulées, professionnellement mises en page, dégoulinantes de fausse humilité. Je leur ai dit combien leurs conseils avaient compté pour moi, comment leur premier retour avait façonné ma façon d'apprendre et de réussir. J'ai mentionné que je reconnaîtrais leur influence dans mon discours, que je voulais remercier publiquement les éducateurs qui avaient eu le plus d'impact sur ma vie. Les réponses ont été exactement ce à quoi je m'attendais. Madame Peterson a répondu avec des félicitations enthousiastes et un étonnement à peine dissimulé que l'élève en difficulté dont elle se souvenait ait atteint un tel succès. Rodriguez a envoyé une acceptation brève mais satisfaite, s'imaginant probablement déjà comment il se vanterait de son ancien élève auprès de ses collègues. La réponse de Madame Chen était plus prudente. Elle ne se souvenait probablement pas de moi spécifiquement, mais elle n'allait pas laisser passer un événement prestigieux à Harvard. Et le principal Williams? Sa réponse était un chef-d'œuvre d'autocongratulation professionnelle. Il a écrit à quel point c'était gratifiant de voir d'anciens élèves réussir, combien il était fier d'avoir joué un rôle dans mon développement, à quel point il avait hâte d'entendre parler de mon parcours. La dissonance cognitive était à couper le souffle. Voilà un homme qui m'avait littéralement dit que je n'avais pas l'étoffe pour l'université, qui s'attribuait maintenant le mérite de mon succès. J'ai imprimé son email et l'ai collé sur l'écran de mon ordinateur comme motivation pendant que je peaufinais mon discours. Durant ces semaines de préparation, je me suis surpris à réfléchir à la psychologie de la vengeance. La plupart des gens pensent que la vengeance consiste à faire souffrir quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas tout à fait ça. La vraie vengeance, celle qui satisfait réellement, c'est une question de justice. C'est rétablir l'équilibre dans un univers qui avait été déstabilisé par les actes de quelqu'un d'autre. Ces enseignants n'avaient pas seulement blessé mes sentiments. Ils avaient tenté de limiter mon potentiel, de fermer des portes qui auraient dû rester ouvertes, de me convaincre que mes rêves étaient irréalistes. Dans un sens très réel, ils avaient essayé de voler mon avenir. Et maintenant, je le reprenais. J'imaginais leur visage quand ils réaliseraient ce qui se passait. Ce moment de reconnaissance où ils comprendraient que l'élève qu'ils avaient méprisé était maintenant en position d'évaluer publiquement leur performance professionnelle. L'ironie délicieuse d'être assis dans un public, à se faire la leçon par quelqu'un qu'ils avaient autrefois considéré comme un échec. J'ai passé des heures à peaufiner le ton parfait pour chaque référence à eux dans mon discours.
suffisamment gracieux pour maintenir une dénégation plausible, suffisamment spécifique pour que quiconque connaissait la vraie histoire comprenne exactement ce que je faisais. Je voulais les remercier pour leurs doutes, pour leurs faibles attentes, pour leur incapacité totale à reconnaître le potentiel quand il était assis juste devant eux. Je voulais les remercier de m'avoir appris que la validation externe était sans valeur, que la seule opinion qui comptait vraiment était la mienne. Je voulais les remercier de m'avoir montré que beaucoup de personnes en position d'autorité sont médiocres au mieux et que leur jugement en disait plus sur leurs limitations que sur les miennes. À l'approche de la date, je me suis mis à mieux dormir que je ne l'avais fait depuis des années. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à avoir un plan, surtout un plan qui était en préparation depuis 23 ans. Chaque matin, je me réveillais avec ce sentiment d'anticipation, comme un matin de Noël étalé sur plusieurs semaines. Plus je me rapprochais de l'événement, plus cela devenait réel. Ce n'était plus seulement un fantasme, cela arrivait vraiment. J'allais vraiment me tenir sur cette scène, devant ces gens, et prononcer un discours qui recadrerait toute notre histoire commune. J'allais me transformer de victime en vainqueur, de l'enfant qui n'arrivait pas à gérer les multiplications de base à l'entrepreneur prospère qui éduquait les éducateurs. Une semaine avant le sommet, j'ai eu un moment de doute. J'étais assis dans mon appartement, tenant le discours imprimé, me demandant si j'étais sur le point de faire une erreur terrible. Était-ce mesquin? Allais-je me ridiculiser devant des centaines de professionnels distingués? Laissais-je mon ego me pousser vers un précipice? Puis j'ai pensé à ce garçon de 8 ans, assis au premier rang, brûlant de honte tandis que ses camarades de classe ricanaient de son humiliation. J'ai pensé à ce garçon de 12 ans à qui on avait dit que ses rêves n'étaient pas pratiques. J'ai pensé à ce jeune homme de 17 ans à qui on avait dit qu'il n'avait pas l'étoffe pour l'université. Et j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'ego du tout. C'était une question de justice. C'était de défendre chaque enfant à qui on avait dit qu'il n'était pas assez bien, assez intelligent ou assez digne de poursuivre ses rêves. C'était de prouver que les gens qui sont censés nourrir le potentiel l'écrasent parfois à la place. Et que parfois, la seule façon de guérir ces blessures est de les nommer publiquement. Le doute s'est évanoui. J'étais prêt. 3 jours avant le sommet, j'ai reçu un appel de l'organisatrice de l'événement. Elle voulait revoir les derniers détails, s'assurer que tout soit parfait. Elle a mentionné à quel point tout le monde était excité de m'entendre, à quel point Harvard se sentait honoré d'avoir quelqu'un de mon calibre qui prenne la parole à leur événement. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Voici l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, qui se prosternait pratiquement devant quelqu'un à qui on avait dit qu'il n'arriverait jamais à rien. J'avais envie de lui demander d'attendre une seconde pour que je puisse appeler Madame Peterson et lui faire savoir que Harvard pensait que j'étais digne de leur respect. Au lieu de cela, je l'ai simplement remercié pour l'opportunité et j'ai confirmé que oui, j'étais prêt à livrer un discours qui remettrait en question la pensée conventionnelle sur l'éducation et le potentiel des étudiants. Je ne mentais pas. J'opérais simplement sur plusieurs niveaux simultanément. La préparation finale était presque méditative. J'ai répété le discours une dernière fois, non pas parce que j'avais besoin de le mémoriser, je connaissais chaque mot par cœur, mais parce que je voulais sentir son rythme, la façon dont chaque section s'appuyait sur la précédente, la façon dont les crescendos émotionnels allaient frapper avec un impact maximum. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. J'ai chargé mon téléphone. J'ai réglé 3 alarmes. Je voulais que tout soit parfait. C'était mon moment. L'aboutissement de plus de 2 décennies a prouvé que les gens avaient tort. J'allais savourer chaque seconde. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Madame Peterson. Dans le rêve, elle était toujours debout au-dessus de mon bureau, rendant toujours son verdict sur ma nullité. Mais cette fois, au lieu de brûler de honte, j'ai simplement souri. Je me suis levé de mon bureau, j'ai marché vers l'avant de la classe et j'ai commencé à parler. Je lui ai parlé de Harvard, de mon entreprise, des centaines d'étudiants que j'avais par la suite inspirés et encouragés. Je lui ai parlé des professeurs qui avaient cru en moi, qui avaient vu du potentiel là où elles ne voyaient que des problèmes. Je lui ai dit que ces mots avaient effectivement façonné ma vie, mais pas comme elle l'avait voulu. Dans le rêve, elle a essayé de m'interrompre, d'expliquer qu'elle voulait seulement m'aider, qu'elle avait été réaliste concernant mes perspectives. Mais j'ai continué à parler, ma voix devenant plus forte, plus confiante. Je l'ai remerciée pour ses doutes, pour ses limitations, pour son échec complet à reconnaître ce qui était possible. Je l'ai remercié de m'avoir appris que parfois, les gens qui sont censés nous guider sont ceux que nous devons apprendre à ignorer. Quand je me suis réveillé, je souriais. C'était le jour J. Aujourd'hui, j'allais livrer un chef-d'œuvre de vengeance professionnelle,
emballés dans le packaging respectable de la philosophie éducative. Aujourd'hui, j'allais prouver une fois pour toutes que leurs mots avaient été faux, leurs attentes trop faibles et leurs jugements fondamentalement défaillants. Aujourd'hui, j'allais les remercier pour leurs doutes, et ils allaient rester assis là et m'applaudir pour ça. La marche vers le podium, c'est comme flotter. Chaque pas est délibéré, mesuré, comme si je marchais dans du miel fait d'anticipation pure. Les applaudissements me submergent, polis et académiques, le genre d'applaudissements qui se produisent dans les universités où l'enthousiasme est considéré comme vulgaire. Mais je peux entendre les mains individuelles, peux presque identifier qui applaudit le plus fort, qui fait juste semblant. Ma vision périphérique les repère immédiatement. Voilà Madame Peterson, 3e rang, centre-gauche, ses cheveux argentés maintenant, mais toujours tirés en arrière dans ce même chignon serré, qui lui donnait l'air d'une bibliothécaire désapprobatricée. Elle applaudit avec ce qui semble être une fierté genuine, probablement encore en train de traiter la dissonance cognitive de son ancien échec, debout devant un podium de Harvard. Mary Webb. Rodriguez est 2 rangs derrière elle, sa moustache maintenant complètement grise, mais toujours qui tressaille. Probablement d'excitation plutôt que d'agacement pour une fois. Et voilà le principal Williams, assis dans la section VIP comme s'il était chez lui, rayonnant avec ce genre de fierté possessive qui me donne envie de grincer des dents. J'atteins le podium et j'ajuste le microphone. Le son résonne dans le Sanders Theater, cet espace historique où Ralph Waldo Emerson a un jour parlé, où d'innombrables esprits brillants ont partagé leurs idées. L'ironie ne m'échappe pas que je sois sur le point d'utiliser ce lieu sacré pour régler mes comptes avec des instituteurs de primaire. Je respire profondément, sentant le poids de l'instant se poser sur mes épaules comme un manteau familier. Merci, je commence, ma voix portant facilement jusqu'au fond de l'amphithéâtre. Quand j'avais 8 ans, ma maîtresse de CE2 m'a dit que je n'arriverais jamais à rien si je n'arrivais pas à maîtriser les tables de multiplication. Je marque une pause, laissant cela faire son effet. Je veux commencer par la remercier pour ces mots, car ils ont changé ma vie d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je vois le visage de Madame Peterson changer. La fierté est toujours là, mais il y a autre chose maintenant. Un éclair de reconnaissance, peut-être le premier indice que ce ne sera pas le discours d'inspiration générique qu'elle attendait. Ses mains ont cessé d'applaudir, et elle reste parfaitement immobile, comme une biche qui vient d'entendre une branche craquer dans la forêt. Je sais ce que vous pensez. Je continue, m'installant dans le rythme que j'ai répété 1000 fois. Voici encore une histoire de réussite sur la victoire face à l'adversité. Encore un récit de triomphe sur des débuts modestes. Et vous auriez en partie raison. Mais ce n'est pas une histoire sur la victoire face à l'adversité, c'est une histoire sur une adversité qui était complètement inutile. C'est une histoire sur l'impact profond que de faibles attentes peuvent avoir sur un jeune esprit, et les choses remarquables qui peuvent arriver quand ces attentes sont rejetées. L'auditoire est maintenant attentif, se penchant légèrement vers l'avant. Les publics académiques adorent une bonne déconstruction de la théorie éducative. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur le point d'assister à une exécution publique déguisée en discours d'ouverture. Voyez-vous, l'enseignante qui m'a dit que je n'arriverais jamais à rien ne faisait pas que livrer une observation désinvolte. Elle faisait une prédiction sur mon avenir basée sur ma performance dans sa classe. Elle prenait la confiance sacrée que la société place dans les éducateurs, la responsabilité de nourrir et développer les jeunes esprits, et l'utilisait comme une arme. Ma voix reste posée, conversationnelle, mais je sens l'électricité monter dans la salle. Et elle est ici ce soir. Le visage de Madame Peterson a pâli. Je la vois essayer de se recroqueviller dans son siège, espérant probablement qu'elle a mal entendu, que c'est une sorte de coïncidence cosmique. Mais je la regarde droit dans les yeux maintenant, et mon sourire est chaleureux et professionnel et absolument terrifiant. Madame Peterson, pourriez-vous vous lever? J'aimerais que l'auditoire rencontre l'une des personnes les plus influentes de mon parcours éducatif. La demande semble amicale, collégiale, mais ce n'est pas vraiment une demande. C'est du théâtre, et elle va jouer son rôle qu'elle le veuille ou non. L'opérateur des projecteurs, que son âme efficace soit bénie, la trouve immédiatement, et soudain elle est baignée de lumière blanche, tandis que des centaines d'yeux se tournent vers elle. Elle n'a pas le choix que de se lever, son sourire figé quelque part entre gracieux et horrifié. « La voilà !» dis-je, ma voix portant la chaleur d'un professeur favori, présentant un invité distingué. Madame Peterson, tout le monde. CM1 à l'école élémentaire Roosevelt. La femme qui m'a appris que parfois, les gens qui sont censés croire en nous sont ceux que nous devons apprendre à ignorer. Elle est toujours debout, piégée dans le projecteur, se demandant probablement à quelle vitesse elle peut rejoindre sa voiture
après que tout cela soit terminé. Le public applaudit poliment. Pas tout à fait sûr de ce qu'ils applaudissent, mais suivant les conventions sociales. Je laisse le moment respirer, savourant le malaise exquis de tout cela. Vous pouvez vous asseoir maintenant, Madame Peterson. Merci d'être ici ce soir. Cela me fait énormément plaisir que vous puissiez être témoin de ce moment. Les mots sont doux comme le miel, mais quiconque a un minimum de cerveau peut entendre la lame de rasoir cachée à l'intérieur. Elle se rassoit rapidement, espérant probablement redevenir invisible, mais je n'en ai pas encore fini avec elle. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je continue, me retournant vers le public plus large. Madame Peterson n'était pas un monstre. Elle n'était pas cruelle ou sadique. Elle était simplement une enseignante qui était tombée dans l'un des pièges les plus dangereux de l'éducation. La croyance que son travail était de trier les enfants en catégories plutôt que de les aider à transcender ces catégories. Je peux sentir la salle changer, les esprits académiques commencer à s'engager avec le cadre théorique que je pose. Ils ne le réalisent pas encore, mais je construis un dossier, je bâtis un argument avec Madame Peterson comme pièce à conviction A. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce qui s'est passé dans cette classe. J'avais du mal avec les tables de multiplication. Non pas parce que j'étais incapable de les apprendre, mais parce que je m'ennuyais à mourir. J'avais déjà compris que je pouvais utiliser l'addition pour résoudre les problèmes de multiplication. J'avais saisi intuitivement le concept de propriété distributive sans connaître le nom formel. Je démontrais en fait une pensée mathématique à un niveau au-delà de la mémorisation par cœur. Mais ce n'est pas ce qui était mesuré. Je marque une pause, laissant cela s'imprégner. Plusieurs professeurs dans le public hochent maintenant la tête, reconnaissant la critique pédagogique que je construis. Ce qui était mesuré était ma capacité à exécuter une tâche mécanique rapidement et avec précision. Et quand je n'ai pas pu exécuter cette tâche selon les standards de Madame Peterson, elle a porté un jugement sur mon potentiel qui allait bien au-delà des mathématiques. Elle a décidé que mon échec à mémoriser les tables de multiplication était révélateur d'un déficit intellectuel fondamental qui m'empêcherait à jamais d'accomplir quoi que ce soit de significatif dans la vie. Madame Peterson fixe maintenant ses mains. Son visage rougit de ce que j'espère être de la honte. Je ne suis pas cruel ici, je suis chirurgical. Chaque mot est choisi avec soin, conçu pour couper précisément là où cela fera le plus de dégâts. Maintenant, je veux être juste envers Madame Peterson. Elle évoluait dans un système qui récompense la conformité et punit la créativité. Elle utilisait des outils d'évaluation qui mesurent la docilité plutôt que l'intelligence. Elle travaillait dans un environnement qui privilégie la standardisation plutôt que l'individualisation. À bien des égards, elle était autant victime du système que moi. Je lui donne une porte de sortie, montrant au public que je suis raisonnable, que je comprends les enjeux systémiques. Mais je précise aussi que comprendre le contexte n'excuse pas l'impact. Mais voici où ça devient intéressant. Les mots de Madame Peterson ne m'ont pas seulement blessé, ils m'ont motivé. Ils ont créé une sorte de dissonance cognitive qui m'a poussé à lui prouver qu'elle avait tort. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, chaque fois que je réussissais là où elle avait prédit l'échec, je ressentais une poussée de satisfaction qui était presque addictive. Dans un sens très réel, son doute est devenu mon carburant. Je vois monsieur Rodriguez maintenant, sa moustache frémit furieusement. Il commence probablement à soupçonner où je veux en venir, se demandant probablement si son nom va bientôt apparaître. C'est le cas. Et Madame Peterson n'était pas seule dans son évaluation. Perennial. Rodriguez, mon professeur d'anglais de 5e, m'a dit que l'écriture n'était pas une carrière, juste un passe-temps. Il m'a suggéré de réfléchir de manière plus pratique à mon avenir. Je le trouve dans le public, et lui aussi essaie de se faire invisible. Marleverso. Rodriguez, êtes-vous là ce soir? Le projecteur le trouve, et il se lève à contre-cœur, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Il réussit à faire un petit signe de la main. Rodriguez, tout le monde. L'homme qui m'a appris que la passion sans encouragement se fane, mais que la passion avec opposition devient imparable. Les applaudissements sont plus hésitants maintenant. Le public commence à comprendre qu'il assiste à quelque chose de plus complexe qu'un discours inaugural typique. Rodriguez a écrasé mes aspirations d'écriture avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui marche sur une fourmi. Il ne s'est pas intéressé à mon travail, ni n'a offert de commentaires constructifs. Il a simplement rejeté tout un domaine de l'effort humain comme impraticable. Et ce faisant, il m'a enseigné une des leçons les plus précieuses de ma vie, que parfois les gens qui sont censés nous guider sont ceux que nous devons apprendre à ignorer. Rodriguez se rassoit rapidement, espérant probablement disparaître dans son siège. Mais je n'ai pas fini de construire mon argumentation.
Il y avait aussi Madame Chen, ma conseillère d'orientation au lycée, qui m'a dit que mes résultats au test ne justifiaient pas un niveau académique exigeant. Elle m'a détourné des cours de placement avancés, limitant effectivement mes options avant même que j'aie eu la chance de les explorer. Je la repère dans l'audience et elle secoue déjà légèrement la tête, espérant probablement que je ne la dénoncerai pas directement. Madame Chen, merci d'être venue ce soir. Votre leçon était peut-être la plus importante de toutes. Vous m'avez appris que les gardiens du temple confondent souvent leurs propres limites avec des vérités universelles. Elle ne se lève pas quand le projecteur la trouve, se contentant de lever légèrement la main en signe de reconnaissance. Marlin, moins d'exposition comme ça. Et enfin, nous avons le principal Williams qui m'a dit que je n'étais probablement pas fait pour l'université et a suggéré que j'envisage plutôt une école technique. Je marque une pause, laissant cela s'imprégner. Le principal Williams qui occupe actuellement le poste de président de l'Association nationale des directeurs d'écoles secondaires, disant à un élève que l'enseignement supérieur n'était pas dans son avenir. Le principal Williams se lève avec plus d'assurance que les autres, probablement parce qu'il occupe un poste plus élevé dans la hiérarchie éducative et pense pouvoir traverser cette tempête avec sa dignité professionnelle intacte. Il se trompe. Le principal Williams tout le monde. L'homme qui m'a appris que parfois, les gens au pouvoir sont les moins qualifiés pour prendre des décisions concernant le potentiel. Les applaudissements sont à peine polis maintenant. L'audience commence à comprendre qu'elle assiste à quelque chose entre un discours d'ouverture et un procès public. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je continue, ma voix se renforçant. Chacun de ces éducateurs avait l'occasion de planter des graines de possibilités dans de jeunes esprits. Ils avaient la chance de dire « Tu as des difficultés avec ça maintenant, mais trouvons comment t'aider à réussir. » Ils auraient pu dire « Tes intérêts sont valides et nous t'aiderons à les explorer. » Ils auraient pu dire « Ton potentiel est illimité et nous t'aiderons à le découvrir. » Je marque une pause, laissant le poids des occasions manquées s'installer dans la salle. Au lieu de cela, ils ont choisi la limitation. Ils ont choisi de fermer les portes plutôt que de les ouvrir. Ils ont choisi de décourager plutôt que d'inspirer. Et ce faisant, ils m'ont enseigné la leçon la plus précieuse de toutes, que la seule personne qui peut décider de ta valeur, c'est toi. La salle est maintenant complètement silencieuse. J'entends le système de chauffage qui se met en marche, le bruit lointain de la circulation dehors, le froissement du tissu quand les gens bougent inconfortablement sur leur siège. C'est le moment vers lequel j'ai construit tout mon discours, la révélation culminante qui va transformer cette histoire personnelle en vérité universelle. Je veux remercier chacun de ces éducateurs pour leurs doutes. Pas parce que leurs doutes m'ont aidé, ils ne l'ont pas fait. Pas parce que leurs faibles attentes m'ont inspiré, elles ne l'ont pas fait. Je veux les remercier parce que leur incapacité à reconnaître le potentiel m'a appris à le reconnaître chez les autres. Je regarde maintenant directement Madame Peterson et elle me fixe en retour avec un mélange d'horreur et de fascination, comme si elle regardait un accident de voiture au ralenti. Vous voyez, quand j'ai créé mon entreprise de technologie éducative, je n'ai pas embauché en me basant sur des critères traditionnels. Je me fichais des moyennes générales ou des résultats aux tests standardisés ou des lettres de recommandation d'institutions prestigieuses. J'ai embauché en me basant sur la curiosité, la créativité et la résilience. J'ai embauché les gamins à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bons, qui avaient été sous-estimés, qui avaient été rayés des listes par des gens qui auraient dû mieux s'y connaître. Je marque une pause, laissant cela faire son chemin. Et vous savez quoi? Ces employés, ceux qui avaient été écartés et découragés, ce sont eux qui ont trouvé nos solutions les plus innovantes. Ce sont eux qui ont travaillé le plus dur, qui ont repoussé les limites, qui ont refusé d'accepter la sagesse conventionnelle sur ce qui était possible. L'audience commence à bouger à nouveau, certains hochant la tête en reconnaissant le point plus large que je soulève. Mais mes cibles originales se tortillent encore sur leur siège, souhaitant probablement n'avoir jamais accepté mon invitation. Mon entreprise vient d'être vendue pour 847 millions de dollars. C'est ce qui arrive quand on embauche les gens en fonction du potentiel plutôt que de la performance, quand on encourage la prise de risque plutôt que la conformité, quand on croit en la possibilité plutôt qu'en la limitation. Je laisse ce chiffre flotter dans l'air un moment. 847 millions de dollars, créés par des gens à qui on avait dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Madame Peterson a l'air sur le point de vomir. La femme qui m'avait dit un jour que je n'arriverais jamais à rien m'écoute maintenant décrire la création de près d'1 milliard de dollars de valeur. L'ironie est si parfaite qu'elle en est presque artistique. Maintenant, je pourrais rester là et vous dire que je pardonne à ces éducateurs leurs erreurs. Je pourrais prendre la voie noble et dire que leurs doutes m'ont finalement rendu plus fort. Mais ce serait malhonnête.
et cela raterait complètement le point. Ma voix devient plus tranchante maintenant, plus concentrée. Le point n'est pas le pardon. Le point, c'est la responsabilité. Je ne m'adresse plus à l'audience générale. Je m'adresse directement aux 4 personnes qui regrettent probablement d'être nées. Chaque éducateur dans cette salle a le pouvoir de changer des vies. Vous avez le pouvoir de planter des graines de possibilités ou de limitations. Vous avez le pouvoir d'ouvrir des portes ou de les fermer. Vous avez le pouvoir d'inspirer ou de décourager. Et avec ce pouvoir vient une responsabilité profonde. Le silence est assourdissant maintenant. Je peux voir des gens dans l'audience échanger des regards, se demandant probablement s'ils devraient intervenir si c'est allé trop loin. Mais je n'ai pas terminé. Je suis loin d'avoir terminé. Je veux que chaque éducateur dans cette salle se souvienne de quelque chose. Quand vous dites à un enfant qu'il n'est pas assez bon, vous ne faites pas que donner un retour. Vous altérez potentiellement la trajectoire de toute sa vie. Quand vous découragez les rêves d'un élève, vous n'êtes pas réaliste. Vous êtes paresseux. Quand vous faites des suppositions sur le potentiel de quelqu'un basé sur sa performance actuelle, vous n'êtes pas pratique. Vous êtes dangereux. Je peux sentir l'énergie dans la salle changer. La politesse académique cédant place à quelque chose de plus brut, de plus honnête. Certaines personnes hochent la tête en accord. D'autres semblent mal à l'aise. Quelques-unes prennent des notes frénétiquement. Mais tout le monde écoute. Madame Peterson, Monsieur Rodriguez, Madame Chen, Monsieur le directeur Williams, vous avez tous eu la même opportunité. Vous auriez pu être les professeurs qui croyaient en un élève en difficulté, qui voyaient du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes, qui aidaient un jeune esprit à découvrir ses propres capacités. Au lieu de cela, vous avez choisi d'être des mises en garde. Les mots frappent comme des coups physiques. Je peux voir les épaules de Madame Peterson trembler légèrement. Monsieur Rodriguez fixe le sol. Madame Chen a les bras croisés défensivement. Monsieur le directeur Williams essaie de maintenir son sang-froid professionnel, mais il y a de la sueur qui perle sur son front. Et voici la belle ironie de tout cela. Je continue, ma voix portant facilement jusqu'à chaque coin du théâtre. Votre doute ne m'a pas limité, il m'a libéré. Quand vous m'avez dit que je n'arriverai jamais à rien, vous m'avez affranchi du besoin de chercher votre approbation. Quand vous avez rejeté mes rêves, vous m'avez appris à faire confiance à mon propre jugement. Quand vous avez essayé de baisser mes attentes, vous m'avez montré que vos attentes étaient sans importance. Je marque une pause, savourant le moment. C'est à cela que ressemblent 23 ans d'attente quand ils finissent là par payer. C'est le goût de la revanche quand elle est servie glacée devant des centaines de témoins. En fait, je dirais que votre doute était le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Non pas parce qu'il m'a motivé, ça vous donnerait trop de crédit, mais parce qu'il m'a appris à être complètement indépendant de la validation externe. Il m'a appris que la seule opinion qui compte est la mienne. Il m'a appris que les gens en position d'autorité ont souvent tort, et que leur tort ne fait pas que j'ai tort. L'audience est maintenant complètement captivée. Ce n'est plus simplement un discours d'honneur maintenant. C'est un cours magistral en guerre psychologique déguisé en philosophie éducative. Et tout le monde le sait. Alors je veux vous remercier sincèrement pour vos doutes. Je veux vous remercier pour vos faibles attentes. Je veux vous remercier pour votre incapacité totale à reconnaître le potentiel quand il était assis juste devant vous. Car en me faisant échouer, vous m'avez appris à réussir selon mes propres termes. Je regarde directement chacun d'eux tour à tour. Mon sourire chaleureux et professionnel est absolument dévastateur. Madame Peterson, vos paroles résonnent dans mon esprit chaque fois que j'accomplis quelque chose que vous disiez impossible. Monsieur Rodriguez, je pense à vous chaque fois que j'encaisse un chèque de droit d'auteur d'un de mes livres publiés. Madame Chen, je me souviens de vos conseils chaque fois que je prends la parole dans une conférence ou reçois un prix. Et Principal Williams, je pense à votre orientation professionnelle chaque fois que je traverse un campus universitaire où je suis honoré comme ancien élève distingué. Le silence est si complet qu'il est presque physique. On pourrait entendre voler une mouche dans le Sanders Theater en ce moment. Tous les yeux sont rivés sur moi, attendant de voir où cela va mener. Mais surtout, je veux vous remercier de m'avoir appris quel genre d'éducateur je ne veux jamais être. Quand j'ai créé ma société, je me suis fait une promesse. Je n'écraserai jamais les rêves de quelqu'un juste parce que je n'arrivais pas à les imaginer se réaliser. Je ne confondrai jamais mes propres limites avec des vérités universelles. Je n'utiliserai jamais ma position d'autorité pour décourager plutôt qu'inspirer. Je marque une pause, laissant cela s'installer sur la salle comme une couverture. Et c'est pourquoi je suis ici ce soir. Non pas pour vous humilier, bien que j'avoue qu'il y a une certaine satisfaction à vous voir vous tortiller, mais pour défier tous ceux dans cette salle d'examiner leurs propres présupposés sur le potentiel. Pour questionner s'ils ouvrent des portes ou les ferment.
pour se demander s'ils plantent des graines de possibilités ou de limitations. L'énergie dans la salle est électrique maintenant. Je peux sentir l'audience digérer ce qu'elle vient de voir, essayant de comprendre comment répondre à ce mélange sans précédent de revanche personnelle et de défis professionnels. Parce que voici ce que j'ai appris de mon expérience avec ces 4 éducateurs. Le potentiel n'est pas une quantité fixe. Ce n'est pas quelque chose qui peut être mesuré par des tests standardisés ou prédits par les performances actuelles. Le potentiel est dynamique, contextuel et souvent invisible aux gens qui manquent d'imagination pour le voir. Je monte vers le climax maintenant. Le moment où la revanche personnelle se transforme en vérité universelle. Chaque élève qui entre dans votre classe a un potentiel illimité. Chaque apprenant en difficulté a la capacité d'atteindre la grandeur. Chaque enfant qui ne correspond pas à votre moule a la capacité de créer son propre moule. Votre travail n'est pas de les classer par catégorie, c'est de les aider à transcender les catégories. Votre travail n'est pas de prédire leur avenir, c'est de les aider à créer leur avenir. Les applaudissements commencent lentement, avec hésitation, mais ils s'amplifient rapidement. Les gens se lèvent maintenant, applaudissant avec le genre d'enthousiasme qui vient du fait d'assister à quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais je n'ai pas encore terminé. J'ai encore une flèche dans mon carquois. Alors à chaque éducateur dans cette salle, je veux vous laisser avec cette pensée. Vous avez le pouvoir d'être la Madame Peterson de quelqu'un, ou vous pouvez être l'inspiration de quelqu'un. Vous pouvez être l'enseignant qui dit à un enfant qu'il n'arrivera jamais à rien, ou vous pouvez être l'enseignant qui l'aide à découvrir ce qu'il est capable de devenir. Je regarde une dernière fois mes cibles originales, maintenant assises dans divers états de dévastation professionnelle. Choisissez bien, parce que dans 23 ans, l'un de vos élèves pourrait être debout à cette tribune, racontant son histoire. Et c'est à vous de décider si vous êtes le héros ou le méchant dans cette histoire. L'ovation debout est maintenant assourdissante, durant plusieurs minutes. Les gens acclament, applaudissent, certains pleurent même. Mais je ne regarde plus le public en général. Je regarde 4 personnes spécifiques qui applaudissent poliment, mais meurent à l'intérieur. Madame Peterson applaudit avec des larmes dans les yeux. Que ce soit de honte ou de reconnaissance, je ne peux pas le dire. M.A. Rodriguez hoche lentement la tête, sa moustache enfin immobile. Madame Chen applaudit mécaniquement, son visage un masque de sang-froid professionnel. Et le directeur Williams est debout avec le reste de l'audience, mais son sourire semble avoir été sculpté dans la pierre. Alors que les applaudissements s'éteignent enfin, je me penche vers le microphone une dernière fois. Merci Harvard pour cet honneur incroyable. Merci aux éducateurs qui ont cru en moi tout au long du chemin. Et merci aux éducateurs qui n'ont pas cru. Vous m'avez enseigné la leçon la plus importante de toutes. Je m'éloigne de la tribune, mon cœur battant la chamade d'un mélange d'adrénaline et de satisfaction. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. 23 ans d'attente, de planification et de travail vers ce moment. Et cela a dépassé toutes les attentes que j'avais. Alors que je quitte la scène, je peux sentir leur regard sur moi. Pas le public en général, mais les 4 personnes qui n'ont jamais vu cela venir. Les 4 personnes qui pensaient pouvoir limiter mon potentiel et qui débarquent maintenant pour s'attribuer le mérite de mon succès. L'ironie est parfaite. Ils sont venus ici en s'attendant à se prélasser dans une gloire par ricochet, à raconter aux gens leur ancien élève, qui avait réussi. Au lieu de ça, ils ont eu droit à une leçon magistrale sur la façon dont leurs propres échecs avaient façonné le succès de quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. C'est ça, le goût de la revanche. C'est ça, la saveur de la justice. C'est ce qui arrive quand on dit à un gamin têtu qu'il n'arrivera jamais à rien et qu'on s'assoit ensuite en attendant qu'il vous prouve le contraire. Le meilleur dans tout ça, ils vont passer le reste de leur vie à se souvenir de ce moment. Chaque fois qu'ils douteront d'un élève, chaque fois qu'ils songeront à décourager un rêve, chaque fois qu'ils penseront à limiter le potentiel de quelqu'un, ils vont se rappeler être restés plantés sous ce projecteur pendant que je les remerciais pour leurs doutes. C'est un cadeau qui ne cesse de donner. Alors que j'atteins les coulisses, je me retourne une dernière fois pour regarder l'audience. Elle bourdonne encore d'énergie, digère encore ce qu'elle vient de voir. Certains prennent des notes, d'autres ont des conversations animées. Quelques-uns sortent leur téléphone pour partager ce qu'ils viennent de vivre. Mais mes yeux trouvent les 4 personnes qui comptent le plus. Madame Peterson est toujours assise, fixant le podium maintenant vide. Rodriguez rassemble ses affaires lentement, comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite. Madame Chen parle à quelqu'un à côté d'elle, essayant probablement de digérer ce qui vient de se passer. Et le principal Williams reste figé sur place, comme s'il avait été changé en pierre.
Ils pensent tous la même chose. Comment on en est arrivé là? Comment le gamin qu'on avait rayé de la carte a-t-il fini par pouvoir nous rayer de la carte? Comment notre jugement professionnel s'est-il révélé si catastrophiquement faux? Je pourrais presque avoir pitié d'eux. Presque. Mais alors je me souviens de ce petit garçon de 8 ans, brûlant de honte au premier rang. Je me souviens du gamin de 12 ans à qui on a dit que ses rêves n'étaient pas pratiques. Je me souviens de l'ado de 17 ans à qui on a dit qu'il n'avait pas l'étoffe pour l'université. Ces souvenirs tuent toute la sympathie que j'aurais pu ressentir. Il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de conséquences. Il s'agit du fait que les mots ont du pouvoir et que les gens qui manient ce pouvoir avec négligence doivent affronter les résultats de leurs choix. Il s'agit du fait que certaines dettes prennent 23 ans à être recouvrées, mais qu'elles finissent effectivement par être payées. Alors que je marche vers l'espace de réception, j'entends les conversations commencer derrière moi. Les gens parlent de ce qu'ils viennent de voir, essaient de le catégoriser, essaient de comprendre comment réagir. Certains appellent ça brillant, d'autres appellent ça brutal, quelques-uns appellent ça les deux. Mais moi, je sais ce que c'était vraiment. C'était la justice. C'était le règlement d'un compte qui avait accumulé des intérêts pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. C'était le moment où l'opprimé pouvait enfin s'adresser à ceux qui avaient essayé de le maintenir au sol. Et c'était parfait. La vengeance était complète. La dette était payée. Le cercle était bouclé. Maintenant, il ne me restait plus qu'à trouver quoi faire du reste de ma vie. La réception qui suit est un chef-d'œuvre de gêne académique. Je me tiens près de la table des vins, tenant un verre de quelque chose de cher que je ne bois pas vraiment, observant les dynamiques sociales se dérouler comme un documentaire animalier. Le public général me traite comme si je venais de prononcer le discours de Gettysburg. Les professeurs m'approchent avec cette façon empressée et légèrement essoufflée qu'ont les universitaires quand ils ont assisté à quelque chose qu'ils pensent être historiquement significatif. Ils veulent me serrer la main, obtenir ma carte, poser des questions de suivi sur ma philosophie pédagogique. Ils me traitent comme un héros conquérant, ce qui est exactement ce que je voulais. Mais le vrai divertissement, c'est d'observer mes cibles originales naviguer dans ce champ de mine sociale. Madame Peterson se tient près de la table des fromages, ayant l'air d'avoir été vidée de l'intérieur. Toutes les quelques minutes, quelqu'un l'approche pour faire la conversation poliment, et je peux la voir essayer de comprendre comment expliquer sa connexion avec l'orateur de ce soir. Doit-elle admettre être la professeure qui m'a dit que je n'arriverais jamais à rien? Doit-elle essayer de s'attribuer le mérite de m'avoir motivé? Doit-elle prétendre qu'elle ne se souvient pas du tout de l'incident? Chaque conversation semble physiquement douloureuse pour elle. Monsieur Rodriguez s'est positionné près de la sortie, planifiant clairement sa voie d'évasion. Sa moustache tressaute sans arrêt maintenant, et il continue de vérifier son téléphone comme s'il attendait un appel urgent qui l'obligerait à partir immédiatement. Quelques personnes l'ont approché, mais il garde les conversations brèves, probablement par peur que quelqu'un lui demande d'élaborer sur son rôle dans mon parcours éducatif. Madame Chen s'en sort mieux. Elle a réussi à s'insérer dans une discussion de groupe sur l'évaluation éducative, essayant probablement de se repositionner comme quelqu'un qui comprend les limites des méthodes d'évaluation traditionnelles. C'est en fait impressionnant à quelle vitesse elle s'est adaptée au nouveau récit. Si je ne savais pas mieux, je penserais qu'elle s'apprête à donner sa propre conférence sur l'importance de reconnaître les formes non traditionnelles d'intelligence. Mais le principal Williams, mon Dieu, le principal Williams est le plus fascinant à observer. Il fait sa cour près du bureau d'accueil, et j'entends des bribes de sa conversation depuis l'autre bout de la salle. Il essaie vraiment de s'attribuer le mérite de mon succès, tissant une histoire sur la façon dont son approche d'amour vache m'a aidé à me préparer au monde réel. La dissonance cognitive est à couper le souffle. Voici un homme qui m'a littéralement dit que je n'avais pas l'étoffe pour l'université, qui prétend maintenant que son évaluation sévère était en fait une intervention stratégique conçue pour me motiver à lui prouver qu'il avait tort. Je me demande si je dois l'aborder directement quand une femme me tapote l'épaule. Elle a peut-être 50 ans, avec des yeux bienveillants et des cheveux prématurément gris, portant le genre de blazer pratique qui crie « institutrice d'école publique ». « Excusez-moi, dit-elle, je suis Sarah Martinez. J'enseigne en CM2 à l'école primaire Lincoln à Cambridge. Le nom me frappe comme un coup physique. Sarah Martinez. La fille qui gloussait quand Madame Peterson m'a humilié en 100e première. La fille sur qui j'avais le béguin, qui a été témoin de ma honte et l'a trouvée amusante. Maintenant, elle est institutrice elle-même, et elle se tient devant moi avec ce qui ressemble à une admiration sincère. Je voulais juste dire, continue-t-elle, que votre discours ce soir était exactement ce que j'avais besoin d'entendre.
J'enseigne depuis 15 ans et j'ai honte d'admettre que j'ai probablement été plus comme votre Madame Peterson que je ne voudrais le reconnaître. Vous voir là-haut, vous écouter décrire comment ces mots vous ont affecté, c'était comme regarder dans un miroir que je ne voulais pas voir. L'ironie est si parfaite qu'elle en est presque surréelle. La fille qui a ri de mon humiliation est devenue une institutrice qui vient de réaliser qu'elle pourrait perpétuer le même cycle. Il y a quelque chose de magnifiquement circulaire dans ce moment, comme si l'univers m'offrait une chance de boucler un autre type de cercle. Je me souviens de vous, dis-je, et son visage devient livide. CM1, vous étiez là quand Madame Peterson m'a dit que je n'arriverais jamais à rien. Vous avez ri. Elle ferme les yeux un instant, et quand elle les rouvre, il y a des larmes dedans. Je me souviens de ce jour. J'y ai pensé plus de fois que je ne peux compter. J'avais 8 ans, et je pensais que je ne faisais que, je ne sais pas, suivre les signaux sociaux. Mais j'ai toujours eu mal au cœur à cause de ça. Et quand je suis devenue institutrice moi-même, j'ai juré que je ne laisserai jamais quelque chose comme ça arriver dans ma classe. Il y a quelque chose dans sa voix qui m'empêche de porter le coup fatal. Un remords authentique qui est différent de la position défensive que je vois chez les autres. Elle n'essaie pas de justifier ses actions ou de reformuler le récit. Elle reconnaît simplement le mal causé et en assume la responsabilité. Tu sais quoi, dis-je, et je sens ma colère s'adoucir en quelque chose de plus complexe. Tu avais 8 ans? Nous avions tous 8 ans. Les adultes dans la pièce étaient ceux qui étaient censés mieux savoir. Elle hoche la tête, mais elle pleure encore. Je regarde mes élèves tous les jours et je vois des enfants qui me rappellent toi. Des enfants qui ont des difficultés, qui ne rentrent pas dans le moule, qui sont brillants d'une façon qui ne se voit pas aux examens. Et j'essaye d'être l'enseignante que j'aurais voulu que tu aies eue. J'essaie d'être l'enseignante que j'aurais voulu avoir. C'est ce à quoi je ne m'attendais pas. J'avais prévu la défensive, la justification, la dissonance cognitive. Je n'avais pas prévu une véritable responsabilisation et une croissance personnelle. Je n'avais pas prévu la possibilité que mon histoire puisse réellement changer l'approche de quelqu'un en matière d'éducation. C'est tout ce que nous pouvons faire, dis-je, et je réalise que je le pense vraiment. Apprendre des erreurs, les nôtres et celles des autres, et faire mieux. Elle me remercie encore et s'éloigne, mais l'interaction a déplacé quelque chose dans ma poitrine. La satisfaction brûlante que j'ai ressentie sur scène commence à se transformer en quelque chose de plus complexe. La vengeance était parfaite, chirurgicale, dévastatrice. Mais cette conversation avec Sarah me rappelle que le véritable objectif n'était jamais seulement de régler des comptes. C'était de s'assurer que cela n'arrive pas à d'autres enfants. Je regarde à nouveau autour de la pièce et je la vois différemment maintenant. Oui, Madame Peterson a l'air dévastée et il y a une partie de moi qui trouve cela satisfaisant. Mais il y a aussi une partie de moi qui se demande si elle apprend quelque chose de cette humiliation, si elle pense à tous les autres enfants qu'elle a pu écraser en chemin. Emmy Watson. Rodriguez traîne encore près de la sortie, mais maintenant je remarque qu'il parle à un jeune homme qui ressemble à un étudiant enseignant. Je ne peux pas entendre ce qu'ils disent, mais je peux voir monsieur. Rodriguez gesticulait avec emphase et le jeune homme hoche la tête sérieusement. Peut-être partage-t-il sa propre histoire édifiante, avertissant la prochaine génération des dangers de décourager les rêves des élèves. Madame Chen a abandonné sa discussion sur l'évaluation et parle maintenant à quelqu'un de l'école d'éducation de Harvard. Ils prennent tous les deux des notes et je saisis des fragments sur reconnaître les intelligences multiples et les limitations des critères standardisés. Peut-être a-t-elle réellement intériorisé une partie de ce que j'ai dit là-haut. Et le directeur Williams, même lui, a arrêté de tenir la vedette et se tient maintenant silencieux, fixant son verre. Pour la première fois depuis que je le connais, il semble incertain, comme s'il remettait en question quelque chose de fondamental dans sa façon de diriger. La vérité, c'est que j'ai eu exactement ce que je voulais ce soir. Je suis monté sur cette scène et j'ai livré une parfaite vengeance fantasmée. Je les ai fait se tortiller, je les ai obligés à confronter leurs échecs, je les ai forcés à affronter les conséquences de leurs paroles. J'ai prouvé, de manière définitive et publique, que leurs évaluations de mon potentiel n'étaient pas seulement fausses, mais spectaculairement fausses. J'ai pris la honte qu'ils m'avaient fait ressentir et je la leur ai renvoyée, amplifiée et concentrée comme la lumière du soleil à travers une loupe. Mais maintenant, dans les suites, je découvre quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais elle ne reste pas froide. Une fois qu'on l'a mangée, une fois qu'on a goûté à ce moment parfait de justification, elle commence à réchauffer dans l'estomac. Et ce qui vous reste n'est pas cette satisfaction brûlante que vous attendiez, c'est quelque chose de plus complexe, de plus humain. Je ne regrette pas ce que j'ai fait ce soir. Ces 4 personnes avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire,
et elles avaient besoin de l'entendre publiquement. Elles avaient besoin de comprendre que leurs paroles avaient des conséquences, que leurs suppositions sur le potentiel pouvaient être dévastatrices. Elles avaient besoin qu'on leur rappelle que les enfants qu'elles rejettent pourraient grandir pour devenir les adultes qui évaluent leur héritage professionnel. Mais je ne suis pas non plus la même personne qui est montée sur cette scène il y a 45 minutes. Cette personne portait 23 ans de colère, 23 ans de douleur, 23 ans de besoin de prouver quelque chose à des gens qui n'avaient jamais mérité ce pouvoir sur lui. Cette personne, celle qui sort du Sanders Tier avec sa vengeance accomplie, est plus légère d'une certaine façon. Pas parce que la colère a disparu, mais parce qu'elle s'est transformée en quelque chose de plus utile. Je repense à ce petit garçon de 8 ans, assis au premier rang, brûlant de honte. Je veux lui dire que tout va bien se passer, que ses mots vont faire mal longtemps, mais qu'ils ne le définiront pas. Je veux lui dire qu'il va utiliser cette douleur pour construire quelque chose de beau, quelque chose qui aidera d'autres enfants à éviter la même souffrance. Mais surtout, je veux lui dire qu'un jour, il va se tenir devant ses enseignants et les remercier pour leurs doutes. Et que ça va être exactement aussi bon qu'il l'avait imaginé. La réception tire à sa fin maintenant, et les gens commencent à partir. Je regarde Madame Peterson marcher vers la sortie, les épaules légèrement voûtées, paraissant plus âgée qu'à son arrivée. Une partie de moi veut l'approcher, avoir une conversation privée, peut-être offrir une forme de réconciliation qui soit moins publique et plus personnelle. Mais je ne le fais pas. Certains cercles sont destinés à être fermés exactement une fois, et celui-ci est complet. Elle rentrera chez elle ce soir et pensera à ce qui s'est passé ici. Elle en perdra probablement le sommeil. Elle remettra en question d'autres interactions qu'elle a eues avec des étudiants, se demandera combien d'autres enfants elle a pu décourager en chemin. Et peut-être qu'elle fera mieux demain. Ce n'est plus ma responsabilité. Ma responsabilité était de raconter mon histoire, de témoigner de l'impact des faibles attentes, de défier les éducateurs dans cette salle d'examiner leurs propres présupposés sur le potentiel. Je l'ai fait. Le reste dépend d'eux. Alors que je marche vers le parking, je sors mon téléphone et appelle ma mère. Elle répond à la deuxième sonnerie. « Comment ça s'est passé, Doc Hull ?» demande-t-elle, et je peux entendre le sourire dans sa voix. « C'était parfait, dis-je, et je le pense vraiment. C'était absolument parfait. Je suis fier de toi, dit-elle. Pas parce que tu as eu ta revanche, mais parce que tu as transformé ta douleur en quelque chose qui pourrait aider d'autres enfants. C'est bien ma mère, aller droit au cœur du sujet, comme toujours. Elle a rien. Elle a raison. La revanche était satisfaisante, mais la vraie victoire était d'utiliser ma plateforme pour défier le système qui a créé ces enseignants en premier lieu. La vraie victoire était de défendre chaque enfant à qui on a dit qu'il n'était pas assez bon, assez intelligent ou assez digne de poursuivre ses rêves. Je rentre chez moi à travers les rues tranquilles de Cambridge, ressentant quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. La plénitude. La dette est payée, le cercle est refermé. Le garçon à qui on a dit qu'il n'arriverait jamais à rien vient de remercier ceux qui ont douté de lui à l'université Harvard, et l'univers semble à nouveau équilibré. Demain, je commencerai à penser à ce qui vient d'ensuite. Demain, je commencerai à planifier la fondation que je veux créer, le programme de bourse pour les étudiants sous-estimés, les ateliers de formation pour les enseignants sur la reconnaissance du potentiel. Demain, je commencerai à comprendre comment transformer ce moment de vindication personnelle en quelque chose qui sert un but plus large. Mais ce soir, je vais simplement savourer ce sentiment. Le sentiment d'une promesse tenue, d'une dette payée, d'un tort réparé. Le sentiment de regarder dans les yeux de quelqu'un qui a essayé de limiter votre potentiel et de prouver, une fois pour toutes, que leurs limitations n'ont jamais eu trait à vous. Ce soir, je vais me rappeler que parfois, la meilleure revanche est une vie bien vécue. Et parfois, la meilleure façon de vivre cette vie, c'est de s'assurer que ceux qui ont essayé de vous limiter doivent vous regarder transcender toutes les barrières qu'ils ont tenté d'ériger. Le petit garçon de 8 ans au premier rang peut enfin se reposer. Sa honte s'est transformée en force, sa douleur en guérison, sa colère en action. Et les professeurs qui ont essayé de le limiter ont appris que certains élèves ne se contentent pas de surmonter les faibles attentes. Ils reviennent pour donner personnellement la leçon que leur professeur aurait dû apprendre dès le départ. Tu n'arriveras jamais à rien? Regarde-moi bien.